Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. La déclaration de politique générale du Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga, les préparatifs des élections avec les cartes d'électeurs annoncées avant le prochain mois d'avril, et l'attaque du camp de la MINUSMA la semaine dernière à Tombouctou, ce sont entre autres sujets qui seront abordés au cours de ce forum de la presse et nos invités sont comme d'habitude 3 journalistes, Draman Aliou Kone du groupe Renouveau et Makan Konaté et Paul Ben, journalistes indépendants. Je suis Mohamedou Touré, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Nous allons commencer ce forum de la presse avec la déclaration de politique générale du Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga qui a été présentée devant les députés à l'Assemblée nationale ce matin. Écoutons d'abord ce reportage de Fatoumata Togola. La déclaration de politique générale du gouvernement par Soumeylou Boubèye Maïga a duré près d'une heure de temps. Un document de 20 pages qui s'articule autour de 4 axes majeurs. Premièrement, promouvoir la mise en œuvre de l'accord avec la signature d'une nouvelle feuille de route qui impose une triple vocation. Il s'agit de protéger, de rassembler et de servir. Deuxièmement, contenir l'insécurité grandissante dans le centre du pays. Troisièmement, satisfaire la demande sociale par l'accélération de la mise en œuvre du programme présidentiel d'urgence sociale. Et le quatrième volet parle des préparatifs de la prochaine présidentielle dans un cadre paisible, transparent et crédible. Le chef du gouvernement a levé le voile sur les différents domaines d'activité qu'il compte mener dans les semaines et mois à venir. Il s'agit notamment de la sécurisation de l'ensemble du territoire, des personnes mais aussi des biens et de l'accès pour tous les Maliens à l'électricité et à l'eau potable. Soumeylou Boubèye Maïga a également annoncé la création d'une fondation de solidarité pour les militaires victimes et les ayants droit. Dans 48 heures aura un face-à-face avec les députés sur le document. Les élus vont examiner le contenu, formuler des questions de compréhension et aussi apporter leur caution sur ce programme défini par Soumeylou Boubèye Maïga, chef du gouvernement. Draman Aliou Kone, que pensez-vous de cette déclaration de politique générale du Premier ministre? Bon, je pense que je commence par saluer quand même les téléspectateurs et les auditeurs de Studio Tamani. La déclaration politique générale du Premier ministre est un exercice démocratique. Ça fait partie des pratiques, ce n'est pas une relation constitutionnelle, ce qu'on m'a dit, mais c'est quand même un exercice démocratique qui permet au Premier ministre d'aller soumettre son programme d'activité aux élus de la nation. D'ailleurs, s'il y a d'autres polémiques, on pense que ce n'est pas lui qui doit faire, que c'est le président qui doit s'engager. Dans certains pays comme la France et autres, le débat se pose. Bon, je crois que c'est un homme il faut le dire, un homme de méthodologie, qui a une vision, même s'il a un contexte qui ne le favorise pas, il est dans une majorité qui n'est pas cohérente. Il va axer son plan d'action autour de 3 choses. Mais je pense qu'il n'a pas le temps de faire ce qu'il a dit, il faut le dire. Le plus urgent et le plus important pour lui, c'est tenir les élections. Et j'espère qu'il sera l'auteur de ce fait, même si déjà, avec le vote de la loi électorale, il y a beaucoup de solutions qui sont soulevées par l'opposition et parfois à juste titre. Mais ces 3 premiers mois, comme sont portés d'espoir, parce qu'on sent qu'il diffère d'autres premiers ministres. Lui, on sent qu'il va là où il va, même s'il y a beaucoup de communication et un peu de résultats sur le terrain, il faut le dire aussi. Mais on peut quand même espérer qu'il puisse surmonter ces difficultés et tenir une élection apaisée et surtout transparente. Parce que c'est là la question. Il faut qu'on se voit la face. Aujourd'hui, tous les Maliens sont inquiets. On doute chacun de nous une crise post-électorale et cela dépendra quand même de la manière de conduire le processus électoral. Et j'espère que ce qu'on a entendu hier de la part de l'opposition ne soit qu'un épisode qui va s'informer rapidement. Et le Premier ministre, on attend que sur ce terrain-là, le reste, je pense qu'on va donner ça au prochain président. Si l'autre est réélu, tant mieux. S'il n'est pas réélu, c'est aussi les règles du jeu démocratique. Mais ce qu'il a déclaré aujourd'hui devant les élus de la nation, ce n'est que, pour moi, c'est un ensemble d'intentions, de bonnes intentions, mais je suis sûr qu'il n'aura pas le temps de faire aboutir tous. Mais le plus important pour tous les Maliens aujourd'hui et pour tous ceux qui nous aident, comme l'aménagement, les partenaires techniques financiers et les États et les pays amis, c'est une élection apaisée, transparente et dont les résultats seront acceptés par tous.
Voici pour moi le plus important. Mais les autres actions qu'il a annoncées, pour moi, c'est de la politique, c'est de la communication. Il sait très bien que l'urgence est la plus importante attente des Maliens, c'est la tenue d'une élection apaisée et transparente. Mais la question que se posent certains Maliens également, c'est est-ce que les élections vont se tenir? C'est pourquoi je dis que c'est la plus importante attente des Maliens. Parce que, vu la situation sur le terrain, malgré l'annonce d'un plan de sécurisation du centre et du nord, je pense que sur le terrain, la situation est assez critique. C'était même très critique. Et quand on voit le dernier rapport du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, on a dit qu'en 2 semaines, il y a plus de 3000 Maliens qui ont quitté le territoire malien et le territoire national parce qu'ils sont pris entre les belligérants du centre. Je parle de l'affrontement entre la communauté Peul et Dogo, même si tout le monde n'est pas impliqué, parce qu'il faut être très vigilant sur la question. Aujourd'hui, on est sceptique et on a raison d'être sceptique. Mais on espère qu'avec le sursaut national et surtout la bonne volonté de part et d'autre, qu'on puisse quand même tenir l'élection, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire s'il n'y a pas d'élection, c'est ça la question. Même si il est quand même évident qu'on devait quand même poser le débat. Tout le monde a peur de le parler. Il est possible qu'on ne tienne pas les élections. Et d'ailleurs, quand on écoute hier soir le ministre territorial en défendant la non-loi électorale, il dit qu'il se peut qu'on n'ait pas les cartes électorales qui sont annoncées. Et là, c'est déjà un problème. C'est pour vous dire qu'on est à la croisée des chemins. Le pays est à une période extrêmement difficile et extrêmement périlleuse si on ne tient pas compte des enjeux et surtout de la fragilité de la situation. Personne n'a intérêt qu'on n'ait pas d'élections, mais si on a des élections, il faut qu'on ait aussi des élections qui sont vraiment transparentes et qui permettent à tous les Maliens d'exprimer ce choix. Mais malheureusement, pour l'instant, nous avons des craintes et les craintes sont légitimes. D'accord. Makan Konaté, promouvoir la mise en œuvre de l'accord avec la signature de nouvelles feuilles de route qui imposent une triple vocation, contenir l'insécurité grandissante dans le centre du pays, satisfaire la demande sociale par l'accélération et la mise en œuvre du programme présidentiel d'urgence sociale et la préparation des élections. Que pensez-vous de ces 4 grands axes de la déclaration politique générale du Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga? Je dois dire que le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga il a été nommé, c'est pas pour faire des miracles. Ah non. Moi, j'aurais souhaité que le président lui donne quelques axes, quelques points sur lesquels il doit travailler, que de l'envoyer encore à l'Assemblée nationale, aller faire une déclaration de plus de 20 pages devant les élus. Mais il ne pourra pas tenir. Pensez-vous que cette déclaration est une perte de temps? Non, mais c'est une perte de temps. C'est-à-dire les problèmes réels sont connus. Il n'a que 3 mois, précisément. 3 mois, il s'agit d'organiser les élections. Il s'agit de sécuriser le territoire national. Ce sont les 2 points essentiels, à mon avis, pour l'instant. Il n'a que 3 mois. En 3 mois, il ne peut pas tout faire. Donc, il n'a qu'à organiser les élections. Et là aussi, il y a un problème. Parce qu'on parle d'une nouvelle carte électorale. Eh bien, et la carte d'identité nationale, est-ce que le citoyen malien peut aller voter avec la carte d'identité nationale? Est-ce que le Malien peut aller voter avec les cartes NINA? Et il y a cette question de nouvelle carte électorale. Donc, déjà à ce niveau, il y a un problème. Bon, DRA a soulevé quelques inquiétudes par rapport à la tenue des élections. Le fichier électoral. Le fichier électoral est le problème essentiel des questions électorales. L'opposition aujourd'hui, quelle est la position de l'opposition par rapport au fichier électoral? Est-ce que le fichier électoral que nous avons est un fichier consensuel? Que pense l'opposition de cette situation? On ne le sait pas. Bon, maintenant, il ne faudrait pas qu'on vienne nous présenter encore un fichier électoral avec des doublons. Il y a beaucoup de gens. qu'on sait, c'est que l'opposition. Il y a eu beaucoup de déplacements. Ça a échappé aux gars, frère. Ils ont commencé lundi l'audit des fichiers électoraux avec l'OIF, la francophonie, et c'est à la demande de l'opposition. Même le financement de ce audit-là, en notre connaissance, a été obtenu ou encore a été félicité par les démarches de l'opposition. Pour le fichier électoral, ce n'est pas le souci. Le souci ne serait pas
d'avoir un fichier électoral assez consensuel, mais la transcription du processus électoral. Parce que l'opposition dit aussi à ce niveau-là, il est vrai qu'on va obtenir un fichier qui est nettoyé avec les secteurs de l'OIF et la passation des deux partis. Alors, une partie, la majorité aussi participe à ce nettoyage entre guillemets. Il y a aussi l'opposition. Mais on dit que peut-être entre ce qu'on va obtenir comme étant un fichier assaini et ce qu'on va transmettre aux fabricants de nouvelles cartes, c'est là où l'inquiétude demeure pour l'opposition. Sinon, depuis lundi, on a commencé l'audit du fichier électoral. Bon, moi je pense que ce travail-là a commencé un peu en retard. Et puis, il y a les Maliens déplacés. Il y a beaucoup de Maliens qui se déplacent. Bon, et essayer de travailler tout ça, d'aboutir à quelque chose vraiment de fiable, de consensuel, je ne pense pas. Je crois que quelque part, c'est-à-dire au fil du temps, il va y avoir un problème qui va se poser et l'opposition risque de sortir de sa gomme pour dire que bon, voilà, nous avons un fichier électoral qui n'est pas du tout fiable, qui n'est pas consensuel. Ça, je le pense. D'accord. Paul Ben, que pensez-vous de ces deux avis de Dramane Ali Koné qui pense que le Premier ministre devrait se concentrer sur les élections puisqu'il n'a pas assez de temps, et Makan Konaté qui pense également la même chose mais en ajoutant la situation sécuritaire du pays? Bonsoir, excusez-moi du retard. Hein. Oui. Bon. Merci. Je crois que les inquiétudes ici partagées sur ce plateau sont réelles. Hein. Elles sont réelles. Moi, j'ai la chance d'être un peu à Ménaka et de suivre un peu la cadence. Il y a un chronogramme qui a été établi par le ministre de l'administration territoriale, la décentralisation par rapport aux élections. Il y a des difficultés. Mais le gouvernement a mis un deadline et il tient à ce que cela soit respecté. Sur le terrain, ça sera un peu difficile. Pratiquement, ça sera un peu difficile. Mais je crois que le gouvernement tient à ce que les élections aient lieu et attendons voir. Donnons-nous la main comme Alou Dramane l'a dit, peut-être qu'il y aura un sursaut national afin que vraiment les élections se tiennent. Parce que si les élections ne se tiennent pas, comme il l'a dit, peut-être ce sera le saut dans le grand vide. Et le grand vide, on ne sait pas à quoi ça va nous amener. Donc moi je crois que attendons voir, essayons de... Pensez-vous qu'au lieu d'avoir 4 grands axes, le Premier ministre devrait avoir juste comme préoccupation majeure les élections, que les élections se tiennent... Par rapport à la DPG ou bien par rapport à la DPG, à ses priorités qui sont basées sur la DPG? C'est un exercice. Hein, c'est un exercice. Franchement, personnellement, moi je ne rentre pas trop dans ces détails parce que moi, bon, c'est un exercice qui est là, c'est traditionnel, que ça se fasse ou pas, je crois qu'on doit travailler. Maintenant, la priorité, c'est lui qui a annoncé que le 29 juillet, l'élection présidentielle aura lieu. Il doit se concentrer sur ça. Il y a d'autres priorités. La sécurité, on en parle tous les jours. C'est un problème. Ça ne fait que d'aller de pire en pire. Il a pris l'autre jour une décision de désarmer toutes les personnes au centre du Mali, même celles qui détiennent les permis de port d'armes. Au nord, où moi je suis constamment, ce n'est pas la calmie, les combats continuent, il y a toujours des attaques par-ci, par-là. Mais que pense la population du Nord, notamment à Ménaka, des prochaines élections? Est-ce que cette population pense qu'elle se tiendra? Ménaka suit la cadence, disons-le comme ça. Au fait, les populations du Nord suivent la cadence. Pour le moment... C'est-à-dire suivre la cadence? C'est-à-dire, par exemple, quand on a établi un chronogramme pour l'enrôlement des nouveaux électeurs. Pardon? On a appris quand M. Tamani que c'est parce que c'est passé presque inaperçu. Non, non, le temps imparti. Dans les différents rapports que j'ai reçus, des différents cadres de l'État qui ont suivi cet enrôlement, les recommandations étaient les suivantes. Il faut une autre phase pour que vraiment cela soit vraiment pris en compte. Ça, c'est l'avis de l'État, mais quel est l'avis de la population là-dessus? Non, la population est vraiment à un engouement. La population veut s'enrôler, elle attend l'élection présidentielle, elle a d'autres priorités, ça c'est sûr. La sécurité, le bien-être, le développement,
À Ménaka, on est confronté au problème d'électricité. On n'a pas de réseau téléphonique. Vous parlez de la 3G, la 4G, nous, on n'a même pas 1G. Donc, il y a des problèmes comme ça. L'élection, tout le monde en parle. On n'a pas de campagne, on n'a pas accès à Internet tous les jours comme ici, où on voit chaque jour de nouvelles têtes qui veulent être président. Donc, on suit quand même. Dès qu'il y a une annonce, Ménaka suit la cadence. Le Nord suit la cadence. D'accord. Voilà. Makan, vous voulez réagir? Oui, toujours c'est par rapport à la situation sécuritaire. Vous savez, j'ai comme l'impression qu'une fois qu'on dépasse Mopti, je ne pense pas si les autorités maliennes peuvent dire aujourd'hui qu'elles contrôlent suffisamment, totalement la situation de Tombouctou, Gao, Kidal. Ce n'est pas... C'est même au-delà, même voilà, chez vous, même Koulikoro tout près. Bon, Hein, non. Donc, je me pose la question en ce moment, que faire et comment organiser des élections dans ce contexte. Dans ce contexte-là, alors que vous ne maîtrisez pas totalement la situation. Donc, c'est vraiment un problème qui se pose. Moi, je demande à Magan Konaté, entre la peste et le choléra, organiser les élections, essayer de les organiser, on essaye toujours, ou bien laisser que le mandat du président de la République prenne fin et qu'on aille dans le grand vide. Entre les deux situations, quelle est là? C'est facile, c'est l'argumentaire que certains, la majorité tiennent, mais pas, on pas écouté ça. Ils ont eu 5 ans pour organiser les élections. Ils savaient, d'ailleurs, quand on pense que le Premier ministre a fixé le 29 juillet, ce n'est pas le Premier ministre, c'est une date constitutionnelle. Il est obligé de tenir le 29 juillet, sinon on est clos. Cet argumentaire-là, pour moi, c'est pour cautionner une défense de certaines personnes. Tout le monde savait qu'il y a, après, une élection, on doit s'y préparer. Malheureusement, le conseil est là, on a été défaillant de bout en bout, il faut le dire. Mais il faut aussi qu'on dise qu'il faut faire une élection, Parce que si jamais on fait une élection qui n'est pas assez, qui a une crise politique, c'est encore pire. On savait qu'on devait préparer une élection, mais les terroristes, les bandits armés, ne nous ont pas demandé s'ils doivent arrêter est-ce qu'ils doivent, la situation nous demander? Est-ce que ce n'était pas une mission de l'État également de sécuriser notre territoire et qu'on leur demande la permission de vouloir tenir les élections? Alors la question que je vais poser, la question que je vais poser à Paul Ben, s'il vous plaît, Makan Konaté, la question que je vais poser à Paul Ben, vous étiez à Ménaka, au nord du Mali, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le contexte actuel, la situation sécuritaire là-bas permet de tenir les élections? C'est très difficile. Ce n'est même pas possible. C'est très difficile. Ce n'est même pas possible, non, je dirais. Il ne faut pas être... Non, ce n'est pas possible. Makan, il ne faut pas être extrémiste. Il ne faut pas être extrémiste. Oui, non, il donne un avis très extrême. Non, parce que il ne faut pas être très... Laissez le Makan poursuivre, vous aurez la parole. Je disais que... C'est comme quand vous dites que c'était le devoir du gouvernement de sécuriser. C'est facile de dire quand on est à 1800 km de Ménaka ou à 2200 km de Tessalit. C'est facile de le dire. C'est facile de le dire, mais est-ce que ce n'est pas au gouvernement de sécuriser? Mais bien sûr, c'est ce que j'ai dit. C'est facile de le dire. C'est facile de le dire quand on est à Bamako. Attendez, c'est facile de le dire quand on est à Bamako. Parce que la question n'est pas de dire que sécuriser cette zone est facile. Ou pas. Mais la question est de dire, est-ce que ce n'est pas au gouvernement d'assumer ce rôle? Mais le gouvernement a l'armée, il y a les forces armées de sécurité un peu partout au Mali, au nord du Mali. Avec quels moyens? Il y a les moyens qu'il y a. Donc vous êtes en train de dire qu'il est possible que les élections ne se tiennent pas, même si elles se tenaient, que la population du Nord ne vote pas? Non, pas que la population du Nord. Il y a certains endroits au nord du Mali, même pas au nord du Mali, même à Ségou, tout près, à 240 km de Bamako, même moins dans la zone de Banamba, en allant vers la frontière de la Mauritanie. Il y a des zones où l'élection ne se tiendra pas à cause de l'insécurité. Ne prenez pas seulement le nord. D'accord. Revenons aux préparatifs des élections. Dramane Aliou Koné. En ce moment, parce qu'il pense qu'on est inconscient de la réalité du terrain. En ce moment, est-ce que vous ne pensez pas que le fait que la situation s'est dégradée de 2013 à nos jours, il faut se dire la vérité. Est-ce que ce n'est pas un recul de l'État malien? Ça, c'est un autre débat. Non, ce n'est pas un autre débat. Parce qu'avant, on dit qu'il est facile d'être à Bamako et de juger. On n'est pas à Bamako, on est avec le Bamako, et comme vous avez dit, il prend un mot, déjà à Banama, tout près ici, on est dans une situation de sécurité. Pour moi,
Là, là où je suis un peu inquiet, c'est cette volonté, cette volonté qui dit qu'il faut faire une élection pour faire une élection. Là aussi, ça va, si jamais on a une élection où, à l'issue de laquelle les gens ne sont pas d'accord et qu'on connaisse une crise post-électorale, c'est fini. Parce qu'en fait, il faut éviter qu'il y ait une crise à Bamako. Parce que c'est le seul endroit où on peut dire que l'État encore est souverain. Si jamais Boko se tombe dans la crise, non, l'État n'est pas souverain. Parce que je sais que le gouverneur, pour aller à 200 km, il faut qu'il y ait moins 200, 300 qui mobilisent 300, 400 agents de la sécurité pour se mobiliser. Non, aujourd'hui. Nous sommes au courant de ce qui se passe au Nord. Il y a des gens. Makan va terminer, vous aurez 30 secondes tout de suite. Il est dans son beau rôle parce qu'il est conseiller d'un gouverneur. Il est dans son rôle. Non, je sais que vous pensez. D'accord, Draman, revenons s'il vous plaît aux préparatifs des élections. Quand le porte-parole annonce que les nouvelles cartes d'électeurs seront confectionnées et prêtes avant fin avril et que le ministre de l'administration territoriale dise qu'il est possible que les cartes d'électeurs ne soient pas prêtes avant cette date, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Mais non, on est bon, on est familier, c'est fait là. Même moment, le ministre des Mali dit qu'on a appelé l'ambassade du Mali à Alger. Le ministre des Affaires étrangères a fait un communiqué pour démentir cela. Bon, la communication gouvernementale, à la limite, on est dans une situation. C'est gens vraiment. C'est à la limite une bande d'amateurs qui se retrouvent à la tête de l'État. Et aujourd'hui, le ministre a dit qu'il a parlé de 65 jours, son ministre parle de 20 jours, et l'autre l'a même dit qu'il ne sait pas qu'on n'ait pas de carte d'électeur. Parce que c'est ça, la loi dit ça, cela, on dit les deux cartes sont possibles, parce qu'on prévoit de ne pas avoir la carte d'électeur. Mais ce qui est évident, à partir du 20 juin au 29 juillet, distribuer 8 millions de cartes d'électeurs au Mali, c'est impossible. C'est pratiquement impossible de manière matérielle. Il faut qu'on soit réaliste. Mais en fait, je pense qu'il faut donner un gage à tout le monde qu'il y ait des élections qui soient inclusives. Certainement, il y a déjà, on sait qu'il y a moins 30 à 40% des Maliens sont selon sévère de leur droit de voter et de choisir. Mais comme le contexte l'exige, on fait une élection. Mais je ne veux pas aussi qu'on profite de cette occasion pour dire que comme il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas la société assez chaotique, qu'il faut faire une élection bâclée, je ne suis pas d'accord. Parce qu'on va rajouter une crise anti-crise. On a aujourd'hui une crise sécuritaire. Si on a cela, une crise politique, je crois qu'on a scellé le sort du pays et on va avoir une division réelle. Makan Konaté, comment expliquez-vous cette situation? Est-ce une mauvaise coordination ou est-ce que chacun défend sa vision? Les visions ne sont pas les mêmes au niveau du gouvernement. Pour moi, l'annonce de cette nouvelle carte-là ne devait pas être faite. C'est-à-dire, ça ne devait pas entrer logiquement dans la préparation des élections, en tout cas de ces élections-là. Pourquoi? Parce que déjà, les gens ont leur carte Nina. Mais est-ce que tout le monde a sa carte Nina? Bon, maintenant qu'on aide... On dit qu'il y a 900 000 cartes Nina qui sont disparues. Bon, comment est-ce que les cartes Nina peuvent disparaître? Non, je vous explique par exemple. J'ai la parole. Allez-y. Voilà. Donc, il y a ce problème de carte Nina qui n'a pas été résolu. On va vouloir remettre encore en place un autre problème de carte électorale qui va se poser également comme le même problème au niveau des cartes Nina. Donc moi, je pense, ceux qui n'ont pas eu leur carte Nina, qu'on leur aide, qu'on leur donne des facilités d'avoir leur carte Nina, ou à défaut, ceux qui ont leur carte d'identité nationale, qu'on leur permette d'aller voter. Mais pourquoi une nouvelle carte électorale? C'est pour créer encore d'autres problèmes. Et si jamais les élections ne se tiennent pas le 29... Sait-on déjà sur quelle base, quels sont les critères d'attribution de ces cartes d'électeurs? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. C'est-à-dire que je ne m'intéresse même pas à cette question de carte électorale. Parce que pour moi, que c'est pas important. Pour moi, il doit y avoir une deuxième voie pour permettre aux gens d'aller voter. Soit avec la carte d'identité nationale, soit avec la carte Nina. Et si jamais, comme Dra l'a dit, nous partons sur cette base-là, nous partons vers des élections bâclées. Vers des élections bâclées. Vaut mieux ne pas tenir les élections que d'aller vers des élections bâclées. Parce que les conséquences peuvent être très graves. Paul Ben, partagez-vous l'avis de Makan? Oui, je partage partiellement son avis. Il y aura il y aura un plan B de toutes les façons. Quel sera ce plan B? Comme il l'a dit, nous n'avons pas que la carte Nina, elle est récente. On a la carte d'identité nationale. Le gouvernement peut avoir une autre façon. Écoutez, on a déjà voté la loi électorale. Hier, on a déjà voté la loi électorale. C'est la question d'étranger. Je sais, mais attendez, on va... Si on voit que... Parce que, vraiment, comme on dit, on ne veut pas aller à des élections bâclées. Si on voit que
la majorité des Maliens qui veulent voter, ou bien qui doivent voter, qui sont en âge de voter, n'ont pas accès à leur carte Nina, ou n'ont pas de carte Nina, parce que je voulais signaler tout en passant que quand on dit qu'il y a des cartes Nina qui ont disparu, moi je connais l'exemple. En 2012, par exemple, quand les terroristes, ou bien quand les indépendantistes sont rentrés à Ménaka, mais toutes les cartes Nina qui étaient à la préfecture, chez le préfet, ont été carrément mises à sac et jetées. Donc les gens n'ont pas pu récupérer leur carte Nina. Et toutes ces personnes n'ont pas pu se faire enrôler pendant c'était du 15 au 25, 10 jours. Non, ça c'était une mise en scène qui n'a rien servi. Pardon? Non, enlevant là, ancien là. Autant, en fait, il faut que... Non, je termine. J'ai dit qu'il y aura le gouvernement, je suis convaincu que le gouvernement saura trouver une autre solution afin que les gens qui veulent voter, qu'ils aillent au vote. Vous semblez conscient. Je l'espère, du fond du cœur. Mais il y a un problème. Est-ce que le gouvernement agit en dehors de la loi? Parce que c'est la loi qui détermine tout cela. Elle a déjà été votée avec des articles qui sont précis en matière. Il n'y a rien de parler des cartes d'identité nationale. Est-ce qu'on va violer la loi en disant que les gens avaient l'affaire à faire ça? Si vous dites... Il ne faut pas dire violer. On peut amender. On peut amener des amendements. On peut amener des amendements. On ne viole pas. Non, on viole parce qu'en fait, non. Écoutez, la loi, la pratique, le déroulement de l'élection chez nous est prévu dans un texte. C'est tout est planifié d'avance. On sait à quel document on peut voter. Et cela est contenu dans quoi? Dans la loi électorale. Elle a été votée et elle dit quoi? Sur l'article 29, on peut voter entre les deux cartes. Soit la carte Nina, soit la carte... Au cas où il n'y a pas de carte électorale pour tout le monde, on peut voter avec la carte Nina. C'est même là aussi, ça ouvre la voie à toutes sortes de magouilles. Hein. Je suis très convaincu de cela. Et j'espère qu'on aura le droit... Est-ce que les réfugiés et les personnes déplacées pourront bénéficier de leur carte d'électeur? Déjà, beaucoup ici, le taux d'enrôlement des gens qui ont l'âge de voter, qui vont au moins 1 ou 2 millions, 1 million à 1 million 500 de jeunes, moins de 15% on puisse être enrôlés. Est-ce à dire que les réfugiés ne vont pas pouvoir voter? Non, il y a moins, je dirais, il y a moins 30 à 40% des Maliens ne vont pas voter par la faute de l'État. Est-ce que vous partagez cet avis, Paul Ben? Vous qui semblez confiant que les élections vont se tenir, que le gouvernement va tout faire pour que les élections se tiennent. Non, je l'espère du fond. Vous savez, écoutez, je suis, avant d'être président de la République, je suis d'abord malien. Vous êtes président de la République? J'ai dit avant d'être président de la République, je suis malien. D'accord. Avant d'être conseiller ou militaire, je suis malien. Et j'aspire à un devenir meilleur, à la paix, à la cohésion sociale. J'aspire à cela. C'est pourquoi j'essaye de positiver tout ce que je ne suis pas... Quand vous dites tout de suite, avant d'être président, je suis malien. Êtes-vous candidat? Mais on prend... 30 à 40% des Maliens ne pourront pas voter. Est-ce que les réfugiés pourront voter? Non. Ça a toujours été... Laissez-le poursuivre, Dramane Ali Koné. Laissez-le poursuivre, vous aurez la parole. Ça a toujours été un problème. Ça a toujours été un problème. Il ne date pas d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui a toujours été un problème? Que les réfugiés qui sont dans les camps de réfugiés ne puissent pas voter normalement. Ça a toujours été un problème. Qu'on n'ait pas trouvé une solution à ce problème jusqu'à présent, c'est dommage. Est-ce qu'on a cherché une solution? Ah oui, mais bien sûr, comment ça? Mais je pense qu'on a trouvé une solution. On n'a pas trouvé. Mais c'est une volonté. En ce moment, il y a deux choses. Soit ils sont incompétents, soit ils manquent de bonne volonté. D'accord. Makan Konaté, à vous. Voilà, merci. Moi, je suis vraiment étonné. Je suis étonné de Paul. Sa façon de parler qui tente à tout positiver. Bon, je crois qu'il est un peu, on dirait quelqu'un qui est dans le milieu gouvernemental. Bon, voilà, non, donc. Pas du tout. Non, je ne positive pas tout. Je ne positive pas tout. Je dis tout juste. Pour laisser le poursuivre, vous aurez le temps. C'est un débat entre Dramane Ali Koné. Laissez entre confrères. Makan poursuivre. Voilà, c'est un débat. S'il vous plaît, monsieur Koné. C'est un débat entre confrères et essayons de sortir de ce cadre-là. De quel cadre? Parlons juste, c'est vrai, du cadre pro-gouvernement, pro-ceci. Non. Nous sommes entre confrères ici et discutons, nous informons les gens.
Ça ne va pas. On commente l'actualité. Ça ne va pas. Donc moi, je ne peux pas comprendre que lui, il veut toujours positiver les choses. Ce qui ne va pas, il faut le dire. Et ce qui va également, il faut le dire. Idra l'a dit. Plus de 2 millions, pratiquement, près de 2 millions de jeunes Maliens qui ont eu l'âge de voter n'ont pas pu retirer leur carte d'électeur. C'est vrai. Ceux qui sont sortis, les Maliens qui sont à l'extérieur, certainement n'auront pas également leur carte Nina. Combien fait un peu la somme de tout cela. Donc ça vaut à peu près 30%, 30 à 40% de Maliens qui ne pourront pas voter le jour des élections. Par la faute, effectivement, comme Draman l'a dit, par la faute de l'État. L'État est coupable. Et il faut que nos autorités aient le courage de venir dire certaines vérités publiquement. Au contraire, ça soulage le Malien que de vouloir nous mettre dans le noir. C'est ce qui n'est pas bon. Et malheureusement, c'est ce que nous constatons. On nous cache des choses. Et ce n'est pas bon. D'accord. 30 secondes pour chaque invité. Makan Konaté, à quoi peut-on s'attendre le 29 juillet prochain? On dit que les élections se tiendront, le Premier ministre l'a dit. Moi, je le prends au mot. Mais je suis pessimiste, parce que je sais que ça ne peut pas être possible. Parce que les élections aussi, ça demande une forte mobilisation d'argent. Aujourd'hui, le gouvernement malien n'a pas cet argent-là. Les élections se tiendront le 29 juillet, mais quel type d'élections? Est-ce que ce sera des élections libres, transparentes? Eh bien, tout va dépendre du fichier électoral et de cette fameuse question de carte électorale. D'accord, Paul Ben. Moi, je suis souvent au courant de certaines choses. C'est une chance pour moi. Je suis au courant de certaines actions que le gouvernement entreprend pour la présidentielle qui arrive. C'est pourquoi je tiens un certain langage ici. Je ne suis pas là à défendre le gouvernement. Comme je l'ai dit, je suis malien avant tout. D'accord. J'espère que l'élection présidentielle se tiendra à la date indiquée. Et je l'espère de tout cœur, franchement. D'accord. J'espère aussi être dans le secret de Dieu comme Paul Ben. Nous ne sommes pas au courant de ce que le gouvernement fait. On cherche à être au courant. J'espère qu'on comprenne qu'être au courant d'une activité du gouvernement est un droit pour chaque citoyen. Malheureusement, on pense qu'il y a une sélection même à ce niveau. Lui, il est dans le secret de Dieu. Moi, je ne suis pas un moyen citoyen. Ce que j'ai dit, en fait, moi, mon devoir, en tant que journaliste, c'est aussi... Non, il n'y a pas... Non, il y a, comme vous avez dit, vous êtes dans les secrets de Dieu. Moi, je parle de Dieu. D'accord, Draman Aliou Koné, le 29 juillet. Paul Ben, vous avez eu votre temps de parole. Draman Aliou Koné, le 29 juillet. S'il vous plaît, Paul, s'il vous plaît, les auditeurs et les téléspectateurs vous suivent. Draman Aliou Koné, le 29 juillet, à quoi peut-on s'attendre? Quelque chose qui est assez inquiétant. Il est en train de m'indiquer la porte du ministère là aussi. Je crois que le ministère, je suis journaliste il y a 17 ans. Je pense que j'ai aussi fait un petit parcours dans la presse. Et derrière, je pense que je suis crédible pour dire ces choses, ce qui se passe dans notre pays. Mais ce que j'ai dit, et c'est clair, le droit au vote est un droit constitutionnel pour chaque citoyen. Et s'il y a un problème à ce niveau-là, on a le devoir en tant que journaliste de le dénoncer. C'est ce que je suis en train de faire et je le ferai autant que j'aurai l'occasion. Ceci dit, notre souhait le plus ardent, c'est que notre pays s'en sorte. Avant d'être journaliste, je suis malien. Même si je n'ai pas autant de légitimité que Paul, je suis malien. Jusqu'à présent, j'ai joue de tous mes droits de citoyen malien. Notre souhait le plus ardent, c'est que les élections se tiennent le 29 juillet et qu'il n'y a pas de crise post-électorale. Parce que ce n'est pas seulement tenir une élection, il faut citer une élection qui n'aboutit pas à d'autres problèmes. Voici notre souhait. Et j'espère qu'on ait une certaine conscience au niveau des autorités pour qu'on ne puisse pas tomber dans des travers après. D'accord. Malheureusement, j'ai des inquiétudes comme tous les Maliens aujourd'hui. Et cela est réel. Ce n'est pas quelque chose qui est une invention de Draman Aliou Koné. Aujourd'hui, tous les Maliens sont inquiets. La communauté internationale est inquiète. Le gouvernement aussi est inquiet par rapport à ce qui va se passer le 29 juillet et après. D'accord. Voilà. Merci. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Nous en avons parlé et nous y revenons. Le camp de la MINUSMA à Tombouctou au nord du Mali a été attaqué samedi dernier par des hommes armés déguisés en casque bleu venus à bord de 2 véhicules piégés. Bilan, un casque bleu tué et plusieurs membres de la force française Barkhane ont été blessés au cours de l'assaut qui visait le site aéroportuaire de Tombouctou. Et nous apprenons également que cette attaque a été revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans alliés à Al-Qaïda. Makan Konaté, cette situation sécuritaire, est-ce qu'elle évolue positivement ou est-ce qu'elle se dégrade de jour en jour? Mais rien qu'à voir la fréquence des attaques, on voit que la situation se dégrade de jour en jour. Ça ne va pas. Et d'abord, je présente mes condoléances quand même au casque bleu disparu. Et à travers cela, à toute la MINUSMA. Mais ce que je voudrais dire, ces gens-là, les agresseurs, les assaillants, ont dû passer des checkpoints. Bon, certainement, Paul est là, il est du Nord, habillé en casque bleu et souvent même habillé avec des tenues des FAMA. Donc c'est ainsi qu'ils sont venus. Et pour ensuite se lancer à ces attaques-là. Moi, je ne comprends pas. Je me pose la question, pourquoi à présent cette situation-là perdure avec la présence de MINUSMA, avec la présence de Barkhane, qui ont des moyens sophistiqués, qui ont un service de renseignement, je crois, assez actif. Mais je ne peux pas comprendre. Ces gens-là communiquent entre eux par téléphone satellitaire et les communications peuvent être interceptées à tout moment. Les Français le savent. Ils peuvent intercepter des communications et ils ont des gens, des traducteurs dans les différentes langues qui peuvent traduire ce qui se dit. Mais je crois que malheureusement, il y a un manque de communication et il y a un mauvais partage de renseignements. D'accord. Mauvais partage de renseignements. Que font toutes ces forces présentes au Mali? Les militaires maliens, MINUSMA, la force G5 Sahel, Barkhane, que font toutes ces forces? Bon, oubliez la MINUSMA d'abord. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas pour mandat de lutter contre le terrorisme, d'aller traquer les terroristes. Elle a pour mandat de contribuer au retour de la paix et de la stabilisation du pays. Je vous demande d'oublier la MINUSMA. Expliquez pourquoi les auditeurs doivent oublier. Je l'ai dit à maintes reprises ici dans votre studio que la MINUSMA a toujours été critiquée parce qu'on ne connaît pas d'abord, quel mandat elle a. Deuxièmement, quand vous essayez de l'acculer, elle vous dit qu'elle n'a pas pour mandat de traquer les terroristes. Donc, un terroriste peut passer devant le camp de la MINUSMA tant qu'il ne tire pas en direction des militaires de la MINUSMA qui sont en faction, ils ne vont pas réagir. Même si on voit qu'il est armé. Oui, je vous l'ai dit. Moi, je vous l'ai dit en connaissance de cause. D'accord. Vous comprenez? Au plus fort du moment, ils peuvent se barricader. OK? Maintenant, mais la force Barkhane... Juste pour comprendre, si la MINUSMA voit que ces hommes armés se dirigent vers la population, est-ce que la MINUSMA réagit? Ils appellent Barkhane ou les FAMA. Ils appellent Barkhane ou les FAMA parce que leur mandat, comme je vous l'ai dit, c'est une question de mandat. C'est ce fameux mandat. Ils vont appeler, quand la MINUSMA est attaquée, mais la MINUSMA appelle les FAMA pour les défendre. D'accord, vous demandez d'oublier la MINUSMA. Barkhane, force G5 Sahel et les FAMA. G5 Sahel, c'est dans une zone bien déterminée. Ils ne sont pas à Tombouctou, par exemple. Ça, c'est dans une zone bien déterminée, G5 Sahel. Maintenant, il y a Barkhane, qui est dans le même camp que la MINUSMA à Tombouctou. Il y a les FAMA qui sont dans leur camp. Le mode opératoire de ces terroristes, il est clair. Ils sont prêts à user et abuser de tous les moyens pour se faire entendre. Ce n'est pas la première fois qu'ils utilisent ce moyen pour attaquer. L'aéroport de Gao a été attaqué comme ça. Le camp du MOC a été attaqué comme ça. Ils maquillent les véhicules. Ils ont toujours... Dans les attaques où ils réussissent, ils ont des tenues qu'ils prennent avec les porteurs d'uniforme. Les véhicules, j'ai entendu dans un commentaire d'une radio internationale que le véhicule de la MINUSMA, c'était un coup de pinceau.
On dit que le véhicule de Fama, ce n'est pas un coup de pinceau. Même le véhicule de Fama, on peut faire un coup de pinceau, on le transforme en treillis et on attaque. Vous comprenez? Donc, c'est très difficile. Mais vous qui êtes au contrecarrer. nord, C'est de la très guerre souvent, asymétrique. Pourquoi n'arrive-t-on pas à mettre fin à cette situation? La guerre asymétrique, je vous dis, la puissance, la plus grande puissance au monde, c'est les États-Unis, non? La plus grande puissance au monde ne peut pas vous dire à quel moment, à quel endroit un terroriste peut attaquer. Vous comprenez? Est-ce qu'à dire qu'on ne mettra pas fin à cette situation? Ce serait très difficile. Dramane Alioukoné, partagez-vous cet avis? Bon, il n'y a pas tort à ces égards. Hein. Moi, il y a trois analyses à faire sur l'attaque de Tombouctou. Un, les gars, ils ont une expertise en matière militaire. Et je vois qu'il y a deux ou trois mois, on a dit qu'ils ont reçu des renforts des combattants de la Syrie. Et là où la Syrie organise ça, c'est un. Parce qu'ils ont tenu 4 heures de combat. C'est des gens qui étaient aguerris, qui étaient préparés, qui se connaissent l'art de la guerre. Deuxièmement, il y a ce qui est sûr, des complicités locales. Parce qu'ils ne sont pas venus le même jour pour attaquer. Ils ont pris le temps d'aller repérer le lieu, et de s'organiser, même faire les coups de pinceau dont parle le pôle. Il faut avoir le lieu, le faire. Il y a ça. Il y a 30 choses. Cette attaque aussi a révélé la résistance des forces Balkans et des MINUSMA. Parce que si c'est un truc d'autres forces, je crois qu'il y aura un carnage. Et enfin, pour un mal, on va dire quelque chose de mal bon, l'ONU a pris conscience de la gravité de la situation. Avant mercredi, je crois qu'il y a une réunion au Conseil de sécurité où on a débattu de la question de la protection des casques bleus au nord du Mali. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, désormais, ils sont convaincus que ce n'est plus en restant dans leur mandat entre guillemets défensif qui ont des problèmes. Il faut qu'ils soient à y chercher les terroristes. Je crois que le prochain mandat qui doit être voté dans 2 ou 3 mois va être plus robuste et on va aussi exiger des moyens supplémentaires aux forces de... Plus robuste. On annonçait déjà que ce mandat était robuste. Bon, il y a aussi des paliers. C'est le seul pays où le mandat de l'ONU était assez robuste pour aller chercher les bandits armés ou autres malfaiteurs, c'est en RDC. Et ça change la donne. Dès qu'ils ont changé le mandat, automatiquement les données ont changé en RDC. Je pense que les attaques récentes là démontrent qu'on est loin du bout du tunnel et qu'il faut changer toute notre stratégie contre ces gens-là pour nous en sortir. Ça va être difficile, ça va être long et ça va être vraiment douloureux pour nous. Mais c'est aussi d'accord, la neutralisation de beaucoup de djihadistes a été annoncée, mais pourquoi on entend beaucoup plus parler des forces de sécurité, des forces armées attaquées, que des forces armées qui sont parties attaquer les terroristes? Mais en fait, il y a aussi une question il y a aussi une réalité du terrain qu'il ne faut pas oublier. Aujourd'hui, qui est djihadiste, qui ne l'est pas? Tant qu'on ne parvient pas à mettre en œuvre le DDR, et le processus de démonisation, désarmement et réalisation, on ne sait pas qui est terroriste. C'est quand on va faire sortir les combats, c'est aussi difficile, hein. Comme disent les Français sont convaincus qu'il n'y a pas de différence par rapport entre les bandits armés et les terroristes. Je crois que tant que cette situation va perdurer, on est encore les mouvements armés qui sont dans la nature et qui voient les affaires. Il faut qu'il y ait désarme ces mouvements armés, qu'on sache qui est mouvement armé et qui est terroriste. Je crois qu'à part de la mise en œuvre intégrale et vraiment complète du DDR, on saura désormais à qui s'attaquer. Mais malheureusement, tant que cela n'est pas fait, on ne sait pas qui est qui aujourd'hui. On aurait dépasse un simple civil qui a un tenue, qui a un boubou comme moi, comme l'autre, mais qui peut être un terroriste, on ne le sait pas. Mais je crois que si tout le monde s'implique, les mouvements armés, les partis scientifiques, les groupes armés autres là, l'État malien, les relations internationales, on pourra faire face à ces attaques-là. Mais sans cela, je crois qu'on est parti pour durer dans la souffrance. D'accord, Paul Ben, vous êtes très souvent à Ménaka, au nord du Mali. Comment faire pour mieux impliquer la population dans ces actions de lutte contre le terrorisme? Il faut allier développement et côté sécuritaire. Pour convaincre quelqu'un de laisser... Aujourd'hui, à Kidal, c'est la ruée vers l'or. Il y a beaucoup... Aujourd'hui, Kidal est à l'apaisement parce que c'est la ruée vers l'or. Pour pousser quelqu'un à quitter le chemin du terrorisme ou bien du banditisme,
il faut lui donner une alternative. D'accord, merci. Le temps de nous permettre. Makan Konaté, 30 secondes. Oui, je crois que vous proposez comme solution? Il faut vraiment changer le mandat de la MINUSMA, permettre à cette force-là d'user, même si elle n'est pas attaquée, mais quand elle voit, de collaborer d'une certaine façon, d'être beaucoup plus agressive. Et deuxièmement, et d'ailleurs ça c'est ma solution, c'est la plus urgente à mon niveau, c'est de permettre à nos forces armées de sécurité d'entrer à Kidal. Pour moi, il n'y a pas une violation de droits plus flagrante que celle-là. Le fait de cantonner nos forces armées et de sécurité en dehors d'une partie du territoire national par des forces internationales, moi je ne peux pas le comprendre. Merci, et c'est ce qui... Et Amnesty International doivent vraiment œuvrer dans ce sens plutôt que de s'attaquer à d'autres choses qui ne sont pas assez importantes. D'accord, et c'est ce qui met fin à ce forum de la presse. Nos invités, Draman Aliou Koné du groupe Renouveau, Makan Konaté et Paul Ben, journaliste indépendant. Débat réalisé par la rédaction de Studio Tamani, mise en onde assurée par Mamadou Ouattara. À la régie vidéo, Gagné Kanté, je suis Mohamedou Touré. À vendredi prochain pour un autre numéro du forum de la presse. Merci à tous. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.